Bonjour à tous. En tout cas, merci d'être aussi nombreux pour ce live. C'est un live qui a pour but de vous montrer qu'il est essentiel et nécessaire de consommer local. Donc, ce sera l'occasion pour vous de découvrir les vertus des fruits et des légumes locaux. Allier santé, nutrition, fruits, légumes locaux et produits issus de l'agriculture durable, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais en tout cas, Héloïse Placide va vous apporter un certain nombre de conseils pour vous permettre justement de vous nourrir mieux, mais sans perdre la notion de plaisir. Voilà, ce sera aussi le but de ce live. Ce sera un live interactif. Dans un premier temps, donc, Héloïse Placide va vous présenter un certain nombre de choses et répondre aussi aux questions qui avaient été posées avant le live. Et à la fin de ce live, il y aura un temps d'échange, notamment pour les questions complémentaires. En tout cas, si durant le live, vous avez des questions, des incompréhensions ou simplement des questions qui vous viennent à l'esprit ou bien vous voulez exprimer quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion que je consulterai progressivement. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Sabine Icard. Je suis la chef du projet Défi Famille, consommant local de la terre à l'assiette. Qu'est-ce que ce programme? C'est un programme déjà qui a 5 ans, qui a pour but en fait d'accompagner tous ceux et toutes celles qui souhaitent consommer local. Le but, c'est de valoriser la production locale, donc les produits qui sont produits en Martinique, mais dans une démarche environnementale. Donc, nous, on fait la promotion des produits issus de l'agriculture biologique et organique. Donc, ce programme, en fait, durant 9 mois, on accompagne des familles. Alors, les familles, ce sont des groupes de personnes qui ont une affinité, qui ont un lien de famille ou pas, et qui, durant 9 mois, vont bénéficier d'ateliers animés par des experts. Mais c'est également un jeu concours. Donc, durant 9 mois, les différents participants qu'on appelle des familles seront mises en compétition. Donc, elles devront, ces familles, réaliser des recettes imposées ou bien des recettes créatives. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en application tous les conseils qu'elles ont reçus durant le projet. Et à la fin, les familles les plus méritantes, puisque les familles sont notées, sont évaluées, sont récompensées. Donc, durant 9 mois, donc, les familles participent à différents ateliers, notamment des ateliers culinaires avec Prisca Morjean, des ateliers sur la naturopathie avec Karen Logat. Elles font aussi des visites d'exploitation. On a des ateliers jardinage avec la petite ferme éco. On fait également des ateliers sur le do-it-yourself, donc pour apprendre à faire ses produits ménagers maison avec Nadine Miner, pour apprendre à faire ses cosmétiques maison avec le coloris. Mais on fait également ses condiments maison, on apprend à faire son vinaigre, son vin aromatisé. C'est aussi l'occasion d'allier sport et santé à travers une pratique ancestrale et traditionnelle qui est la sautet. Et puis on fait également des concours culinaires, des visites d'exploitation et plein d'autres activités. On accompagne également les scolaires dans le cadre de ce programme-là. Donc, on réalise également des ateliers dans les écoles. Mais avec la SOGES, on a lancé un nouveau programme un programme qui a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour ce faire, en fait, on a créé un livret qui s'appelle un livret de recettes consommant local de la terre à l'assiette. Si ça vous intéresse, vous aurez la possibilité de le trouver sur la page Facebook de l'Espace Sud. Comme le fichier est lourd, je vais voir. Enfin, je vais vous mettre le lien dans la barre de discussion, comme ça vous pourrez télécharger le fichier tout à l'heure. Et voilà, donc ce livret de recettes, donc ce sont des recettes à partir de produits locaux qui a été spécialement fait pour les enfants, mais que les adultes apprécient particulièrement. Et l'objectif, c'est de pouvoir adapter ces recettes-là à grande échelle pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la cuisine. Voilà, je ne serai pas plus long, donc je vous rappelle que moi, c'est Sabine Icard. Si vous êtes intéressé par le programme, je vais vous laisser mes coordonnées dans la barre de chat tout à l'heure. Comme ça, je pourrai prendre vos coordonnées pour une prochaine inscription, puisque les prochaines inscriptions seront ouvertes en début d'année 2024. Voilà, je ne serai pas plus long. Je laisse la parole à Héloïse. Héloïse, c'est à toi. Merci Sabine. Bonjour à tous, bonjour Sabine. Alors, je suis Héloïse Placide, diététicienne nutritionniste. Déjà, je remercie l'Espace Sud d'avoir fait appel à moi justement pour être avec vous ce matin et pouvoir vous prodiguer quelques conseils justement sur le bien-être alimentaire, sachant qu'en Martinique, on a quand même une richesse et une grande diversité au niveau de nos produits, que ça soit au niveau des fruits, au niveau des légumes, bien évidemment au niveau des plantes. Alors aujourd'hui, le chapitre n'est pas consacré aux plantes médicinales, mais j'ai vu qu'il y a un grand engouement de la part des familles et notamment de certaines personnes à ce niveau-là. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire un prochain chapitre là-dessus. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur tout ce qui est fruits et légumes et je vous promets qu'il y a déjà de quoi faire.
Alors déjà, félicitations à toutes d'être présents, toutes et tous d'être présents. Notamment, je découvre le nom des familles. Famille Châtaigne, famille Thiboisdin, donc des noms assez originaux, ça fait plaisir. Et puis on reste justement dans l'esprit local, valoriser vraiment les produits du terroir. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi justement parler de diététique et de nutrition au niveau des produits de la Martinique? Alors il faut savoir qu'en Martinique, on a vraiment une prévalence de certaines pathologies dites de civilisation, malheureusement. Tout ce qui est maladies métaboliques qui ont tendance à prendre naissance dès l'enfance, à se développer, à s'installer chez les personnes et arriver en fin de vie à l'âge qu'on appelle senior. Ce sont des maladies qui empêchent justement de profiter de la vie. Sabine nous disait tout à l'heure que manger, c'est aussi allier plaisir, nutrition, bien-être, etc. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir comment on peut préserver sa santé justement en mangeant le plus sainement possible. Alors, pour commencer, je vais vous partager une étude que j'ai faite il y a déjà 2 ans. Alors, on va aller ici. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir bilan d'atelier Lecti Kai Grand Moon. Alors, j'espère que ça parle à tout le monde, Kai Grand Moon. Donc, c'est un atelier que j'avais réalisé avec une association à domicile chez les personnes âgées en Martinique. Et le but était vraiment de voir comment ces personnes déjà se portaient d'une façon générale, quel était leur état de santé, mais aussi quelles étaient les pathologies majeures que l'on pouvait retrouver chez ces personnes âgées. Donc là, vous voyez que c'est une étude qui a été menée sur 28 personnes. C'est une étude que j'ai réalisée aussi par la suite, donc l'année dernière, en 2022, et qui se poursuit cette année en 2023. Et je vois déjà que les tendances se confirment. Donc ces tendances, quelles sont-elles? Donc là, sur un total de 25 participants, on voit déjà des prépondérances qui apparaissent. Alors, hypertension artérielle, sachant que pour une même personne, on peut avoir plusieurs pathologies. C'est là où ça devient compliqué, la polypathologie. Donc, on connaît bien l'hypertension artérielle pour 52% des participants. Juste derrière, le fameux diabète. Donc, je n'ai pas précisé, mais c'est bien le diabète de type 2. Donc, on a vraiment une usure du fonctionnement, en fait, de la régulation de la glycémie. Ce n'est pas le diabète de type 1. Ça, on pourra en reparler une prochaine fois si besoin. Ensuite, les douleurs articulaires. Donc, vous me direz que passé un certain âge, c'est normal. Alors, il y a une part d'usure, ça c'est sûr, mais il y a aussi une part de prévention qui n'a pas forcément été faite à l'origine et qui conduit justement à certains déficits. Ça peut être, par exemple, au niveau des oligo-éléments, j'approfondirai après, mais tout ce qui est calcium, magnésium, potassium qui affaiblissent le corps. On parle beaucoup d'ostéoporose, notamment au niveau des aînés. Ensuite, alors, anxiété, déprime. Là, ce sera important d'y revenir parce que c'est un facteur, je pense, qui n'est pas assez pris en compte. C'est-à-dire que quand on rentre dans un phénomène d'installation de la maladie et peut-être aussi d'isolement, surtout au niveau des personnes âgées, il y a l'anxiété qui commence à prendre le dessus et là, en fait, on rentre vraiment dans un engrenage. C'est quelque chose qui ne va pas aider la personne à se motiver. D'ailleurs, les initiatives comme celle de l'Espace Sud avec le défi famille permettent justement d'avoir une action là-dessus. Et ça, c'est vraiment très bien au niveau local. Ensuite, on a le surpoids, donc qui arrive quand même assez loin, 24%, et des conséquences comme l'AVC et l'excès de cholestérol. Donc ici, on voit bien comment se déclinent les tendances. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce que les participants ont retenu justement des ateliers que j'ai pu faire avec eux. Donc, ce qu'ils demandent,
c'est un accompagnement donc, au niveau de l'exercice physique, dont Sabine a parlé. Ces fameuses méthodes de détente, donc pour jouer sur l'aspect anxiété, bien-être psychologique, et l'alimentation équilibrée. Donc, vous voyez que les 3 domaines, en fait, sont quasiment au même niveau, sont au même niveau. Donc, il est important d'agir sur les 3 niveaux pour atteindre un bien-être global. Alors, si nous revenons à nos fameux fruits et légumes locaux, déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si on prend la catégorie des légumes verts, qu'est-ce qu'un légume vert? Parce que ça, j'ai beaucoup la question en consultation. Les gens me disent: «Oui, mais moi je mange des légumes». Mais un légume vert, ce n'est pas un légume pays. Alors Sabine, si tu peux nous afficher l'image justement qui nous montre ces fameux légumes pays et à côté des légumes verts. Alors j'arrête mon partage. Voilà. Alors vous avez sur la gauche ce qu'on appelle la catégorie légumes pays. Donc tout en haut, on reconnaît facilement l'igname. Donc là, il est coupé en 2. En dessous, la patate douce. Alors, patate douce, il y a différentes variétés de patates douces. Celle-ci, à mon avis, je pense que c'est la blanche. Et en dessous, le fruit à pain. Alors, grande différence entre ces légumes pays. Les 2 premiers poussent sous la terre. Ce sont des légumes racines. Alors, une question qui est devenue malheureusement essentielle ces derniers temps, ces dernières années, c'est la problématique du chlordécone. Parce qu'on peut avoir justement ce frein à manger des racines locales par rapport à la présence suspectée de chlordécone dans ce genre de produit. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, la problématique a vraiment été prise en compte. Vous pouvez le voir tous les jours, que ça soit à la télé, l'entendre à la radio. Il y a des campagnes qui ont été lancées, des plans chlordécone, notamment avec l'ARS, qui a pris le problème vraiment à bras-le-corps. Les associations également, locales. Vous avez certainement entendu parler de la Fredon et aussi des jardins familiaux, JAFA, ce qu'on appelle les JAFA, qui peuvent aussi venir à domicile. C'est-à-dire, si vous avez votre jardin créole à la maison, vous pouvez demander une analyse de votre terrain, faire une analyse de terre pour être sûr justement déjà de cultiver dans de bonnes conditions. Ça part déjà de là, la question de bien manger, c'est avoir un produit sain à la base. D'accord? Pour ce qui est des produits achetés sur les marchés, donc aujourd'hui, c'est pareil, c'est quelque chose qui a vraiment été encadré parce que le problème a été prépondérant, ça a pris des proportions que vous connaissez. Donc les autorités ont fait en sorte que les filières, notamment de légumes racines, soient encadrées et contrôlées. Donc vous pouvez acheter sur les marchés encadrés de façon assez sécuritaire. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de produits. Ensuite, on a en dessous le fruit à pain. Donc, le fruit à pain, ça pousse dans l'arbre à pain. Donc là, on n'est pas concerné par la problématique du sol directement. Le fruit à pain, c'est vraiment un légume un petit peu méprisé, je dirais, qui a un petit peu été laissé de côté, alors qu'avant, c'était vraiment un aliment de base, très riche en fécule. Donc la fécule, c'est quelque chose qui va ramener de l'énergie. On insiste beaucoup sur la consommation des fameux glucides. Donc, je reviendrai après justement sur la thématique du diabète notamment, où la consommation de glucides est très recommandée et importante pour la gestion justement de la glycémie. Donc, le fruit à pain, très riche en fécule, avec un index glycémique assez bas, de la même façon que les légumes racines de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'entends par index glycémique bas? C'est-à-dire que quand vous allez consommer ces produits, vous n'aurez pas votre glycémie qui va monter en flèche, comme par exemple avec, c'est pas pour décrier, mais c'est bien connu, comme avec le pain, les pommes de terre, voilà, d'autres produits un peu plus rapides et faciles à consommer.
le riz, les pâtes, tout bêtement. Mais si on reste au niveau légumes, par exemple, au niveau de la pomme de terre, la patate douce, ce sera la moitié de l'index glycémique de la pomme de terre. Donc, quand on mange de la patate douce, la glycémie va monter beaucoup plus progressivement. Donc, il y a un micro qui est ouvert. Voilà, j'ai réussi à désactiver, c'est bon. Donc, pensez bien quand vous vous déconnectez, reconnectez, à couper vos micros, c'est très important pour le confort de tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau-là ou est-ce que je peux continuer sur nos légumes locaux? Alors, juste, n'hésitez pas, hein, alors je vais vous donner la possibilité d'activer vos micros si vous voulez poser des questions à l'oral. Comme a dit Héloïse, pensez, comme elle a dit pour le confort du live, à les désactiver si vous n'intervenez pas. Mais vous pouvez utiliser soit la barre de discussion ou simplement activer votre micro pour poser des questions éventuelles. Voilà. Ou même, je pense qu'il y a aussi l'option lever la main. Donc, si on ne vous voit pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. On reviendra vers vous dès que possible, comme on dit si souvent. Alors, je passe sur la colonne de droite, où là, on a une autre catégorie de légumes pays. Donc là, on vient de voir la catégorie légumes pays dans sa globalité. Ce qu'on a sur la colonne de droite, il faut un petit peu la distinguer dans le sens où en haut, tout en haut, vous aurez reconnu les gombos, les fameux gombos. Juste en dessous, on a la Christophine. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnue, c'est normal parce qu'elle est très peu présentée sous sa forme sur l'arbre, en fait. L'arbre qui est en fait une liane. Donc, la Christophine pousse sur une liane. Elle fait partie de la famille des Cucurbitacées, pour ceux que ça intéresse. Hein. On essaye de faire un petit global justement sur la présentation des produits. Donc là, elle est encore verte avec tous ses picots. Vous voyez bien. Quand on la retrouve sur le marché, prête à consommer quasiment, elle est passée au jaune, voire blanc, blanc crème. Donc, c'est une plante qui est assez facile à cultiver chez soi, en fait. Hein. Et donc, j'ai parlé du gombo, de la Christophine. Là, nous sommes sur la catégorie des légumes verts. On n'est plus sur du légume pays. Donc, c'est pour ça, je reviens sur mon propos du départ. Quand en consultation, on me dit « oui, je mange beaucoup de légumes », en général, on est plutôt sur la catégorie de gauche, les légumes pays, surtout pour les anciens. Alors, l'importance du légume vert, c'est pas forcément parce qu'il est vert. Ça, je vais y revenir après. La distinction se fait au niveau de la composition réellement du légume, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose de riche en fibres et en eau. L'importance de ces fibres alimentaires et de cette eau, c'est au niveau du transit intestinal. Ça, c'est facile à comprendre. Les fibres vont déjà, d'une part, brasser en fait l'alimentation, apporter des éléments qui permettent une fluidité du transit intestinal. Donc, très important, il ne faut pas attendre justement d'avoir des soucis de digestion, de transit, etc. pour se dire « ah, faut que je mange un peu de légumes verts ». Et souvent, on va manger quoi? On va manger de la salade et des haricots verts. Ce ne sont pas les meilleures fibres qui existent, mais c'est déjà bien. C'est déjà mieux que de manger que des féculents, par exemple. Donc, on a vu 2 de nos fameux légumes verts. Je verrai après la fameuse liste où on en a beaucoup plus. Et en dernier, dans cette fameuse colonne de droite, on a, j'espère que vous avez reconnu, les pois d'Angole. Donc, il y en a différentes variétés. Là, pareil, on est sur un légume local, mais de la catégorie des légumineuses. Donc, ce sera la même catégorie que, par exemple, les haricots, les petits pois, haricots rouges, haricots blancs, toute cette catégorie de légumineuses, riches également en glucides complexes, hein, glucides complexes. Et ce sera très intéressant également au niveau des protéines, notamment pour les végétariens ou les personnes qui cherchent à diminuer leur consommation de viande, se rabattre sur les légumineuses accompagnées justement de légumes verts, ça peut être une très bonne solution. Voilà, donc là, on a vu un petit peu les différentes catégories de légumes pays. Alors, Sabine, est-ce que tu as la fiche sur justement la liste des légumes verts?
Très bien. Alors, j'ai rajouté en haut une petite précision. Donc, légumes verts pour des repas variés et équilibrés. Ça, je viens d'expliquer pourquoi. Alors, forcément, on va préférer les légumes locaux lorsque c'est possible. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs. On a la saisonnalité de la disponibilité de ces produits. On a la chance quand même en Martinique d'avoir assez souvent les légumes qui reviennent. On peut avoir 4-5 saisons d'un même légume dans l'année, voire toute l'année. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'on a en Martinique. Par exemple, justement, on vient de parler de la Christophine, il y a moyen d'en avoir toute l'année. Pareil pour le gombo. Je rajoute en dessous quand même qu'il est mieux de manger des légumes surgelés, donc qu'on aura congelé soi-même après une récolte ou acheté congelé, plutôt que de ne pas en manger du tout. Donc ça, j'ai bien fait le focus juste avant sur l'importance des fibres. Donc n'ayez pas de scrupules ou de culpabilité si vous n'avez pas accès aux produits frais, à vous rabattre sur un produit qui aura été surgelé. Ça, c'est tout à fait correct. Et pareil sur les produits importés, mais bon, ça, on va essayer d'éviter pour le moment et se concentrer justement sur les produits locaux. Donc ici, vous voyez d'un premier coup d'œil que je n'ai pas mis justement exclusivement les produits locaux. C'est bien pour vous montrer en fait la diversité de légumes verts qui est à notre disposition pour avoir cet apport en fibres et en eau disponible du légume. Donc dans la catégorie en haut à gauche, on aura tout ce qui est entre guillemets les salades. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on peut trouver en Martinique? On retrouve facilement la laitue, le cresson. Donc le cresson qui a une saveur particulière, justement qui n'est pas très prisée à cause de cette saveur un peu forte, un peu amère, presque qui pique au nez. Et je vais rebondir tout de suite là-dessus. Cette saveur amère, c'est vraiment une richesse. Pourquoi? Parce qu'elle va aider justement à la libération du foie. Quand on a le foie engorgé, en fait, ou quand on a besoin d'évacuer un excès de toxines dans le foie, on va se rabattre sur des saveurs plutôt amères. Éviter justement le sucré, le salé, toutes les autres saveurs et se concentrer sur cette saveur-là. Ça peut être en cure, ça peut être en rajouter un petit peu à chaque repas, mais en tout cas, la faire intervenir dans l'alimentation. Ensuite, la catégorie en dessous, on va avoir les légumes verts à feuilles, les feuillus verts. Alors, catégorie... Oui, est-ce qu'il y a une question? Sinon, je continue. Alors, je continue sur les feuilles vertes. Alors, pourquoi sont-ils importants? Tout ce qui est épinards, les fans de radis, le pissenlit, le plantain, l'oignon pays. Donc là, on n'est pas essentiellement sur du légume, mais c'est ce qu'on va retrouver au jardin le plus facilement. Les poireaux aussi, le céleri. Et céleri, j'insiste, céleri pays, c'est-à-dire le petit céleri qui ressemble un petit peu à du persil géant, qui a une valeur très importante sur le plan nutritionnel. Parce que tous ces feuillus très vert foncé, en fait, accumulent beaucoup de chlorophylle. Et la chlorophylle va agir dans le corps comme un antioxydant, va ramener beaucoup de vitamine C, de calcium. Donc là, je parle particulièrement aux personnes qui sont inquiètes, notamment quand elles arrêtent de consommer des produits laitiers. N'hésitez pas à rajouter un surplus de légumes verts à feuilles dans votre alimentation. L'un des seuls cas où on doit faire un petit peu attention, c'est en cas de le médecin vous a prescrit des anticoagulants. Parce que ce sont quand même des légumes très riches en vitamine K. Donc, évitez l'effet antagoniste. Donc, quand vous modifiez votre alimentation, ça me permet de revenir sur ce point important. Chaque fois que vous voulez modifier votre alimentation, passez d'abord par votre médecin traitant pour savoir si les nouvelles habitudes que vous souhaitez mettre en place correspondent bien à votre profil et ne va pas vous mettre en danger vis-à-vis de telle ou telle pathologie. Ça, c'est très important. OK?
Donc en dessous, on a déjà parlé du gombo. On peut aussi trouver les poivrons, les piments végétariens. Pareil, des saveurs inhabituelles, mais qui apportent leur lot d'éléments intéressants, notamment au niveau des couleurs. Ça me permet d'aborder la question de la couleur des aliments. Plus vous aurez un aliment foncé, notamment sur les tons rouge-orangé, et plus vous aurez une richesse justement de ces fameux antioxydants, bêta-carotène, et cetera, qui protègent au niveau de la peau. Surtout que nous, aux Antilles, on est, forcément avec le soleil toute l'année, il faut quand même prendre quelques précautions. Et on aura aussi la présence de lutéine, donc la fameuse lutéine, pour ceux à qui ça parle, pour protéger les yeux, nourrir et protéger les yeux. Donc on nous a souvent vendu justement de l'étranger les fameuses baies de myrtille, mangez beaucoup de myrtille ou bien prenez tel ou tel produit. Sachez qu'ici en Martinique, on a les fruits et légumes de couleur orange qui auront justement cet aspect de renforcer tout ce qui est la sphère des yeux, de la peau. Donc ne pas hésiter aussi à se renseigner sur les vertus de nos produits. Ensuite, au niveau toujours des légumes racines, donc qui poussent dans la terre, on va retrouver des carottes, des navets, on va retrouver le radis. Tout ça, on peut le faire pousser dans notre jardin. Ensuite, catégorie des cucurbitacées. Donc, j'avais parlé tout à l'heure de la Christophine. Dans cette même catégorie, on aura localement le giromon. Donc, le giromon cumule beaucoup d'avantages parce qu'il a cette couleur orange dont je viens de parler. Il est aussi très riche en fibres. Ça, on le constate hein, quand on fait une soupe avec du giromon. C'est vraiment quelque chose qui va être très onctueux, très fibreux. Donc, privilégier en fait les courges locales, donc giromon, la courgette aussi, pour agrémenter les plats. Quand on a la sensation en fait d'avoir mangé, de ne pas être rempli, c'est qu'il manque aussi de densité dans ce qu'on prépare. Et ces aliments-là vont permettre de rajouter justement ce volume avec de bonnes calories, des calories qui ne seront pas ni grasses ni encrassantes, et qui vont rapporter vitamines, minéraux, fibres et éléments dont le corps souvent est en manque. Voilà, si on fait un petit point sur ces fameux légumes verts. Alors, est-ce qu'on peut prendre déjà une question? S'il n'y en a pas dans le chat, je vais prendre dans la liste qui était déjà disponible. Alors, j'ai une première question qui me demande... Alors, c'est dommage, j'ai pas les prénoms ni l'âge. Ça aurait été intéressant pour voir un petit peu le type de public qui est concerné. Alors là, on part sur une première pathologie qui est l'hypertension. Pour les hypertendus, y a-t-il des aliments locaux qui sont à proscrire? Et quels sont ceux qui ont une bonne influence sur la tension? Donc, tension artérielle. Alors, je pense qu'il est déjà important de revoir qu'est-ce que l'hypertension artérielle. Alors, oui, c'est moi qui ai posé cette question. D'accord, donc c'est une question de la famille Châtaigne. Très bien, merci d'avoir réagi. Alors, l'hypertension artérielle qui sera diagnostiquée par le médecin, en fait, vous avez un déficit de retour artériel. Donc, c'est le sang, en fait, qui part vers les gros organes du cœur. C'est-à-dire que le cœur doit faire un travail particulier, pomper assez fort pour que vos organes et vos extrémités soient irrigués avec en sang, pour apporter donc tous les éléments nutritifs, également l'oxygène. Et quand il y a un déficit de cette circulation, donc de pompage, on parle d'hypertension, c'est-à-dire que le cœur doit travailler plus que de normal en fait. Il y a plusieurs raisons à ces cas d'hypertension.
Donc, dans votre cas particulier, je ne sais pas quelle est la cause, mais il y a une cause prépondérante en Martinique, malheureusement, c'est la présence de cholestérol dans les vaisseaux. Donc, Sabine, je vais te demander d'afficher la première image sur les quatre artères. Voilà. Donc ici, on voit l'intérieur. Donc, c'est un canal, hein. C'est un canal. On voit l'intérieur de ce canal de l'artère. Donc, en phase 1, on dit que c'est une artère normale, donc qui n'est pas entravée, en fait. Le sang circule librement. En phase 2, on commence à avoir quelques dépôts. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, ce sont des plaques qui vont venir se déposer dans l'artère liées à ce fameux cholestérol en excès. Donc, les mauvaises graisses qui vont se déposer dans les artères. Et si rien n'est fait à ce stade-là, on se dirige vers les phases 3 et 4, sachant qu'à la phase 4, là, c'est vraiment critique. Là, je pense qu'il faut une intervention médicale, sinon le problème peut être très grave. Donc, les conséquences majeures d'une hypertension, ça peut notamment être l'accident vasculaire cérébral, où là, on a carrément un vaisseau qui va se boucher et un manque d'irrigation du cerveau, qui est un des organes principaux du corps, avec des conséquences plus ou moins graves, ça dépend à quel stade c'est pris en charge. Donc, si on va sur la deuxième image qui concerne le cholestérol, voilà, donc on voit bien en fait en vue de coupe ces dépôts qui vont encrasser les artères et en fait qui vont diminuer le passage du sang. Donc le sang a plus de difficultés à passer, donc le cœur, vous comprenez bien que le cœur doit pomper plus fort pour aider ce sang à passer. Il y a une espèce de pression justement qui se crée et c'est là où on parle d'hypertension artérielle. Alors, comment on va essayer de prévenir ça? Alors, quand on est à des stades avancés, bien sûr, même au départ, hein, c'est l'avis du médecin qui est prépondérant. Et surtout, si vous êtes déjà sous traitement, on ne va pas arrêter le traitement, hein. On discute d'abord avec son médecin. L'important, c'est de faire de la prévention et d'ajouter des éléments qui vont vous aider. Donc, on comprend bien que quand on a un encrassement comme ça, le but, ça va être d'aider à liquéfier ces dépôts de cholestérol et à fluidifier la circulation et restaurer une circulation harmonieuse et reposer le cœur. Parce qu'à ce moment-là, le cœur, il prend quand même cher. C'est une source d'épuisement et de vieillissement prématuré. Alors là-dessus, qu'est-ce qui va nous aider en priorité? Ça va être déjà d'alléger l'alimentation. Donc, on va essayer d'éviter tout ce qui est alimentation transformée. Là, je vais vous partager un extrait d'un ouvrage que j'ai écrit. Donc, je vous le montre ici à la caméra. Donc, Promenade de saveurs entre terre et mer, qui parle justement des saveurs locales. C'est un ouvrage que j'ai coécrit avec Madame Clémire Joseph, qui est naturopathe, et dans lequel on a mis l'accent sur les différentes saveurs, donc les 6 saveurs présentes dans l'alimentation, et comment, en allant sur ces saveurs-là, on peut agir au niveau prévention des maladies. Alors, voilà. Alors, je vais essayer de réduire pour pouvoir... Hop. Bon, c'est pas grave, je vais le reprendre. Voilà. Alors, désolée, hein, je vais scroller un petit peu, comme on dit, mais c'est pour la bonne cause. Hop, ici. Donc là, vous devez voir une page sur les saveurs artificielles. Alors,
nous nous faisons berner par les produits industriels dès le plus jeune âge, malheureusement. C'est pour ça qu'en fait, il faut commencer cette éducation au niveau des enfants. Et j'espère justement que dans les familles qui sont inscrites au programme, que vous avez inclus tout le monde avec vous, du plus petit au plus grand, tout le monde est concerné. Alors, le problème majeur qui se présente dans les aliments du commerce, que j'appelle souvent les aliments en sachet, les aliments sous vide. Donc, ces aliments transformés, il faut être bien conscient déjà dans un premier temps, pour les besoins de l'industriel. Donc, son besoin, c'est d'avoir un produit qui va se conserver le plus longtemps, qui va être joli le plus longtemps, qui va être bon, qui va avoir bon goût et qui va sentir bon le plus longtemps. Donc, pour ce faire, l'industriel va rajouter souvent ce qu'on appelle des additifs, hein, tout simplement. Ça peut être des produits plus ou moins naturels, mais plus souvent chimiques. Donc, vous avez les fameux E, etc., si ça vous parle, quand vous regardez la liste des ingrédients de vos aliments. Et donc, voilà, tous ces éléments servent à augmenter la durée de conservation et rendre le produit attractif et goûteux. Donc, attractif visuellement, forcément, ça touche beaucoup les enfants. Là, on parle typiquement des barres chocolatées, des gâteaux, voilà. Vous avez compris, tout ce genre de produits. Il faut être bien conscient que ce sont des saveurs fabriquées de toutes pièces. Quand on vous vend, par exemple, une saveur. Bon, allez, on va partir sur la saveur fraise. J'allais dire vanille, mais bon, on trouve quand même des saveurs vanille naturelles. Si on vous propose une saveur fraise, alors il faut bien être conscient que c'est pas un extrait de fraise qu'on aura fait avec de la fraise bien fraîche sortie du jardin. C'est quelque chose vraiment de reconstitué de façon chimique, industrielle dans des laboratoires. Et ça aura comme conséquence, à force d'accumulation dans le corps, plus on en mange, en fait, plus ça s'accumule dans le corps, parce que le foie notamment aura beaucoup de mal à dégrader tout ça. Cette accumulation va créer un engorgement de votre corps. D'autant plus si on est sur des produits gras, donc tout ce qui est pâtisserie industrielle, charcuterie, mais aussi tout ce qui est à base de friture, les chips, etc. C'est vraiment là où on trouve le mauvais gras de l'alimentation et tout ça va se déposer sous forme de mauvais cholestérol dans vos artères, ce que nous avons vu juste avant. Donc, tout simplement, pour prévenir ce risque de dépôt dans vos vaisseaux, ce qu'il faudra commencer par faire, c'est déjà réduire considérablement le genre de produits industriels que vous consommez. On est d'accord que l'alimentation, ça reste un plaisir, mais il faut être aussi conscient de ce qu'on consomme. Et aussi avoir, comment dire? On fait attention à soi, en fait. La personne à qui on doit faire attention, c'est soi, son entourage, ses enfants, etc. Donc, le principal, ça va être déjà de réduire tous ces aliments qui nous apportent des toxines et les remplacer par des choses plus naturelles. Si on part sur les fameux goûters des enfants, au lieu de leur proposer des choses en sachet, partir sur nos fruits locaux, par exemple. Proposer un fruit, il peut être accommodé de différentes façons. Ça peut être le fruit entier, c'est toujours mieux, tout simplement parce qu'en fait, en croquant dans un fruit, en le mâchant, en le mangeant, on va activer la salivation, ce qui va activer la digestion, ainsi de suite. Vous avez compris le système. En fait, on revient vraiment à pourquoi notre corps est conçu, en fait, hein. On est conçu pour manger des aliments entiers. Donc, remplacer les goûters des enfants. Chez les adultes, ben, on va faire pareil, hein. On va faire pareil. Si la dynamique, en fait, est familiale, ce sera beaucoup plus facile. Si on inculque les bonnes habitudes chez les enfants, mais qu'on donne aussi l'exemple en tant qu'adulte, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, on ne va pas afficher Axel, pardon. Je vais augmenter ça.
Voilà. Donc, je reviens sur un point important. Quand les enfants vous réclament ce genre de produits dont j'ai parlé avant, les pâtisseries, les gâteaux, les produits extrêmement sucrés, c'est quand quelque part ils ont été habitués à manger ces produits-là. Alors pas forcément à la maison quand on fait attention, mais ça peut être, malheureusement à l'extérieur, en centre de loisirs ou même à la cantine parfois malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc déjà leur donner les bonnes habitudes et les bonnes bases à la maison, c'est vraiment essentiel. Sans compter que donc on a cette fameuse source, de sucre, de sel et de graisse en excès dans les produits industriels. Voilà. Alors un petit focus sur le sel, qui est très important sur la thématique de l'hypertension. Éviter l'excès de sel. Alors ça passe déjà par, lorsque l'on cuisine, ne pas rajouter trop de sel. Déjà ne pas le mettre à la cuisson, mais vraiment en fin de cuisson, après avoir goûté. Et éviter justement les apports, extérieurs qui ne font qu'augmenter en fait la dose de sel qu'on prend tous les jours. Pourquoi éviter ce fameux sel? Parce qu'en fait le sel retient l'eau et fait gonfler les vaisseaux et entrave en fait la bonne circulation. Donc en général, votre médecin vous le conseille directement, de diminuer votre apport en sel et d'adopter une alimentation beaucoup plus riche en végétaux. Voilà pour le focus sur l'hypertension. Alors, j'ai cru voir passer une question dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, il n'y a pas de question, mais est-ce que tu pourrais donner des exemples de fruits ou de légumes qui permettraient justement de combattre cette problématique d'hypertension? Oui. Alors, si tu veux bien nous afficher justement, alors attends, laquelle? Tu as, fruits et légumes. L'image de fruits et légumes. Voilà. Alors ça, c'est une jolie photo, enfin un ensemble de photos prises sur le marché de Cadjambel, aux Trois-Îlets. Donc c'est vraiment du pur, local, un pur jus local, petit marché, je crois même que c'est produit en jardin familial, donc marché bio de Cadjambel, aux Trois-Îlets. Et l'idée, c'est d'aller justement vers la variété. Donc là, vous voyez tout en haut à gauche, on a des pommes d'eau, on a des bananes, on a de la papaye. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Les mangues, dont la saison est en train de s'achever là. Apparemment, il y a encore quelques mangos. Et puis les petits fruits, on va dire un peu plus confidentiels, qui sont plus tellement, qu'on retrouve pas trop sur les marchés, mais plutôt dans les jardins en campagne. Ça, je vais vous le montrer juste après. Donc l'important, c'est d'aller sur les fruits et légumes riches en eau déjà. Alors vous avez la pomme d'eau, la fameuse mangue. Au niveau des légumes, alors le concombre, très intéressant, qui est gorgé d'eau, mais aussi qui a une saveur un petit peu astringente, qui effectue un nettoyage global. Alors là, j'en profite, parce que je pense que la question va venir à un moment donné. Oui, mais qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Si on mange plus de produits industriels, si on mange plus de pâtisseries, croissants, et cetera. Ah bah, pensez à nos grands-parents justement qui mangeaient leur petite salade de concombre avec un petit peu de morue, donc là pour le coup bien dessalé, et par exemple du thym. Donc c'était vraiment, on mangeait, c'était de l'alimentation, c'était pas, je dirais pas juste pour le plaisir, mais en tout cas le sucré le matin, on connaissait pas ça. Et pourquoi éviter aussi le sucré le matin? Parce que quand on se réveille après une longue nuit de sommeil, le corps a besoin d'un peu de temps pour se réveiller, pour continuer tous les phénomènes d'élimination qui se sont mis en route pendant la nuit. Donc c'est plus intéressant de manger le plus naturel et le plus, allégé possible. Donc j'ai parlé de la salade de concombre, donc qu'on va assaisonner de façon légère aussi. Donc ça peut être juste un jus de citron,
que le concombre va lâcher son eau. Donc, de toute façon, on aura quelque chose d'assez onctueux, qui ne sera pas trop lourd à manger. Un petit jus de citron, ça peut être un filet d'huile d'olive, par exemple. Donc, l'huile d'olive qui est plébiscitée pour sa richesse, notamment en oméga 3. Donc, première pression à froid de préférence. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, alors je vais revenir sur les fameux fruits un peu plus rares. Alors là, je vais partager de nouveau. Voilà. Alors, je suis ici. Donc là, je vais remonter. Hop, voilà. Donc là, on parle des notes sucrées dans la plaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Martinique, notamment le sud de l'île, a longtemps été le grenier de la Martinique avec la culture de la canne et d'autres cultures un peu plus maraîchères. Donc, je vous passe les détails que vous pouvez avoir dans le livret en le demandant. Donc, ici, on aura, par exemple, sur la droite, ce qu'on appelle le copoux. Alors, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas le copoux. C'est une petite baie sauvage qu'on va trouver au bord des chemins, par exemple en randonnée le dimanche, ou encore la pomme liane. La pomme liane qui est quand même un petit peu plus démocratisée. Mais ce genre de fruits un peu plus rustiques, justement, vont être riches en oligo-éléments, en vitamines. Pourquoi? Parce que ce sont des fruits qui ont du mal à pousser, qui poussent dans des conditions un peu plus difficiles et qui vont justement développer plus d'éléments nutritifs. Donc, ne pas hésiter à en consommer lorsqu'on en trouve. Et pourquoi pas remettre ça au goût du jour aussi sur les marchés lorsqu'on peut en trouver. Donc là, dans les saveurs sucrées, vous noterez qu'il y a aussi la patate douce dont on a parlé tout à l'heure. Alors, la pomme cannelle, qui a tendance à revenir aussi sur le devant de la scène, les goyaves, la canne à sucre sous forme de jus avec modération, parce que c'est quand même avec ça qu'on fait le sucre. Donc voilà, vous avez toute une variété vraiment de fruits et légumes qui, par leur nature, en fait, aident au nettoyage du corps lorsqu'on les mange, d'une part, avec parcimonie. Il ne faut pas oublier quand même que les fruits, c'est du sucre, donc on va éviter d'en manger en quantité exagérée. D'ailleurs, ça m'amène à... Il y avait la question, quand est-ce qu'on mange les fruits? Est-ce qu'on les mange avant, après le repas? De façon générale, c'est mieux de les manger en dehors du repas, parce que le temps de digestion d'un fruit est assez rapide. Et en plus, pour éviter justement la dilution de l'importance d'éléments nutritifs des fruits, on va essayer de les manger en dehors. Donc ça peut servir de petit déjeuner, ça peut servir de collation ou de goûter. Le seul cas vraiment où on évite de manger un fruit seul, ça va être quand on est atteint justement de diabète de type 2. Parce que dans le cas du diabète de type 2, il est important d'avoir un bol alimentaire solidaire, c'est-à-dire d'avoir un repas dans lequel on va compter l'ensemble des calories, notamment pour ce souci d'équilibrage de la glycémie et éventuellement de dosage de l'insuline si malheureusement on doit y faire appel. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair pour la partie hypertension? Donc, on a dit vraiment réduire tout ce qui est saveur artificielle, les excès de gras, et aller sur des saveurs plus naturelles, rajouter au fur et à mesure, hein, on ne vous demande pas de changer du tout au tout, mais rajouter au fur et à mesure plus d'aliments bruts et locaux dans l'alimentation. Alors, s'il n'y a pas de commentaires pour l'instant, je vais poursuivre avec les questions.
La question suivante, le jeûne intermittent est-il bon ou mauvais pour la santé? Avec je vous remercie. Le jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? En fait, c'est arrêter de manger sur une période donnée. On ne parle pas de jeûne, sec, où on ne va rien manger ni rien boire pendant plusieurs jours ou simplement plusieurs heures. Le jeûne intermittent peut se faire on parle de jeûne intermittent à partir, je dirais, de 6 heures de diète. Sachant que déjà à la base, il est bon de ne pas manger pendant 4 heures entre chaque repas. Tout simplement parce que le corps a besoin d'un temps de digestion et d'intégration de ce qu'on lui a donné, à consommer. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça dépend pourquoi. Dans quel but on va effectuer ce jeûne intermittent? Alors déjà, c'est plutôt recommandé de prendre un avis médical parce qu'on n'est pas forcément en condition physique, d'effectuer un jeûne intermittent. Dès que le feu vert est lancé, avec l'accompagnement d'un diététicien, les naturopathes aussi de plus en plus le font, c'est de voir sur quelle base on va effectuer ce jeûne intermittent. Est-ce qu'on va simplement sauter un repas? Est-ce qu'on va rapprocher les repas pour avoir un temps, sans repas plus long? Par exemple, la nuit. Souvent, ce qui est intéressant de faire, c'est d'arrêter de manger vers, 18 heures et de recommencer à manger le lendemain uniquement vers les 11h30. Ce qui fait qu'on aura, le lendemain que 2 repas dans la journée. Et l'intérêt de ce jeûne intermittent, ça va être justement d'accélérer tout ce qui est processus de nettoyage du corps et d'allègement, justement. Alors si on va sur l'image, alors on va prendre laquelle en premier? On va prendre les émonctoires, les organes émonctoires. Voilà, si tu peux agrandir un petit peu. Voilà, très bien. Donc le corps est constitué d'un certain nombre d'organes, dont ces fameux 5, qu'on appelle les émonctoires. Pourquoi? Parce qu'ils permettent l'évacuation des déchets. Donc l'évacuation par les poumons, donc on va évacuer tout ce qui est, CO2, tous les déchets, volatiles vont être évacués par la respiration. Par la peau, grâce à la transpiration, grâce au sébum notamment. Par, les reins, donc on évacue les urines. Après nettoyage, filtration du sang, les urines sont relâchées. Au niveau intestinal, donc là où on a un gros travail, hein, le travail de digestion, très important. C'est un travail très lourd. Donc il faut être conscient que la digestion nécessite aussi du repos, des temps de repos dont je parlais pour que tout ce travail se fasse. Et le fameux foie, un des plus gros organes du corps. Donc le foie a un travail énorme, la filtration du sang notamment, mais aussi retenir les fameux déchets. Donc c'est pour ça en fait qu'on n'est pas malade plus souvent que ça, quand on est en bonne santé, qu'on a un système immunitaire qui fonctionne bien, parce que la plupart des déchets seront retenus par le foie et il va bien falloir les évacuer à un moment donné. Mais voilà, il faut être conscient qu'on a cet organe qui fait un travail immense et il faut pouvoir l'aider justement en déjà consommant d'une façon modérée en termes de quantité, de bonne qualité et lui apporter justement tous les nutriments, les minéraux et l'eau dont il a besoin, dont ils ont tous besoin. Alors, la prochaine photo justement qui va nous montrer un petit peu cette source de toxines à laquelle on doit faire face chaque jour. Donc vous avez forcément les expositions aux toxines exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, de l'environnement et de notre mode de vie. Donc les classiques, hein, ça va être le tabac pour les gens qui fument, la consommation d'alcool et la pollution de l'environnement. Alors, en ce moment, on est vraiment bien servi avec, la brume de sable et en plus,
Apparemment, on a une pollution de l'air assez majeure en ce moment. Ça se ressent beaucoup, hein, notamment chez les personnes asthmatiques qui vont le ressentir assez fortement, avec la gorge qui gratte, les yeux qui piquent. Même moi, qui suis pas quelqu'un de très sensible au niveau environnemental, je commence à avoir les yeux qui piquent en ce moment. Donc, on voit que cette pollution est assez importante. Donc, tout ça, ça va ramener des toxines dans le corps. Ensuite, au niveau à gauche, au niveau endogène, donc c'est ce qui est produit à l'intérieur de nous, ce que nous-mêmes on va générer. Donc, on a parlé au début de la thématique de l'anxiété, donc ça rejoint le stress oxydant qu'on va se créer soi-même avec des ruminations, du stress, ça peut être au travail, ça peut être dans nos interactions avec les uns les autres. Au niveau allergique, donc là, c'est un petit peu moins facile à comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des réactions allergiques, le corps va produire des toxines, en fait. Il va produire des éléments toxiques que l'on va devoir aussi éliminer. Et puis le dernier point, on en a parlé, l'alimentation excessive, mais aussi de mauvaise qualité. Donc voilà tout le travail que l'on donne à notre corps tous les jours et dont il faut bien être conscient, en fait. Et ça me permet d'aborder une autre question que je vais partager parce qu'elle est assez longue. Alors, question, voilà, je reviendrai à ça après. Voilà, ici. Bonjour, je sais que notre population féminine locale souffre particulièrement de maladies utérines telles que les fibromes, l'endométriose, le SOPK, donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Auriez-vous des conseils alimentaires pour éviter, aider à guérir ce type de maladie, s'il vous plaît? Donc c'est là où c'est pour ça que j'ai insisté autant sur la présence de polluants de l'environnement. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur une problématique de troubles liés à... Alors, il y a le système immunitaire qui intervient, mais aussi les glandes endocrines, le système endocrinien. Donc, quand on a développement notamment des fibromes et du syndrome des ovaires polykystiques, souvent, et j'ai remarqué que ce n'est pas très démocratisé, ce n'est pas très diffusé comme information, mais on a souvent la présence prépondérante de polluants dans l'environnement de la personne. Alors, on a vu juste avant, ça peut être les polluants consommés, mais aussi donc l'environnement. Et il faut faire attention à une chose très importante. Alors, ça va être au niveau de la consommation de l'eau que l'on consomme tous les jours. Malheureusement, on retrouve souvent dans l'eau de boisson différentes particules qui vont jouer justement sur le système endocrinien et qui ne vont pas favoriser sa bonne santé. Alors, on pense notamment à la présence de médicaments. On en a parlé beaucoup dans les informations, présence de comment on dit ça? Particules de médicaments, voilà. Tout ce qui est pilules, antidouleurs, et cetera, ça va se retrouver dans l'eau, notamment l'eau du robinet. Il y a aussi des particules de plastique, malheureusement, de plus en plus, la présence de microparticules de plastique. Là, on est très concerné sur l'eau de bouteille. Alors, on va éviter de consommer l'eau du robinet pour se rabattre sur l'eau de bouteille, croyant bien faire. Mais là aussi, il faut faire attention parce que ces bouteilles en plastique, ça dépend de quelle qualité de bouteille on achète. Mais souvent, le plastique des bouteilles va se dégrader et se retrouver dans l'eau de consommation. Alors, le premier conseil que je donnerais, même si on dévie un petit peu des fruits et légumes, mais je pense que c'est très important parce que c'est une problématique qui, pour moi, n'est pas assez prise en compte, faire attention à l'eau de boisson. Donc, peut-être investir dans des systèmes de filtration de l'eau directement à la maison, par exemple.
mais il y a aussi des systèmes de filtration avec du charbon actif. D'ailleurs, j'arrête le partage. J'utilise moi-même de l'eau filtrée avec du charbon actif. Je ne vais pas faire de pub, mais voilà, maintenant ça commence à être bien démocratisé. On peut en trouver en pharmacie. Il y a d'autres systèmes aussi qui sont disponibles. Alors, je vais juste désactiver un micro. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Juste dites votre nom et n'hésitez pas à intervenir. Je coupe les Il y aura micros juste juste pour qu'il n'y ait pas d'écho. Oui, je t'écoute, Sabine. il y aura juste une question quand on aura fini ton intervention sur les fibromes de SOPK et autres. D'accord. Il y aura une question sur l'acidité. Enfin, la question, c'est quels sont les aliments à éviter pour ne pas avoir d'acidité dans le foie? D'acidité dans le... Pour Tu as ne pas coupé avoir ton micro. d'acidité dans le foie. Dans le foie, d'accord. Très bien. Et je voulais poser une question. Oui, Je voulais poser une question. oui, nous Oui, t'écoutons. allez-y. Alors, je pense que dans le déroulement, on va en parler. Il y a un truc, oui, c'est famille Massissi. Donc, la question que je voulais poser, que je me pose toujours sur les emballages, par contre, j'ai acheté du riz en magasin bio et le truc qui me titille quand on voit glucides, on donne un chiffre et après on voit don sucre. Alors, est-ce qu'il y a deux fois du sucre? Comment ça se passe? Je n'arrive pas à définir glucides, don sucre. C'est ça qui me titille sur les paquets. Pour savoir vraiment s'il y a du sucre, s'il n'y a pas du sucre, parce que des fois, les paquets sont marqués sans sucre ajouté. Et on prend le paquet, on voit marqué glucides et don sucre. On dit qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Alors, il y a confusion, quoi, pour moi. Voilà. Alors, juste pour bien noter ta question pour tout à l'heure, tu as parlé du riz en premier, mais est-ce que là, tu parles en général de la ligne glucides ou tu parles spécifiquement pour le riz? Non, en général, en En général, général, en d'accord. général. Très bien, c'est noté. Je vais y Oui. venir tout à l'heure. Merci pour la question qui est très intéressante. Alors, je disais, oui, j'avais fermé mon micro, pardon. Je disais que la question était très intéressante. Donc, on fera un petit focus là-dessus tout à l'heure. Et pour terminer, juste sur notre problématique de fibrome SOPK, donc on a parlé de la consommation de l'eau, faire très attention, mais aussi tout ce qui est produits d'hygiène. Produits d'hygiène, produits d'entretien, c'est là où vraiment on va retrouver les polluants spécifiques qui vont agir à ce niveau-là, au niveau endocrinien. Alors, il y a tellement de choses à dire, il faut que j'organise tout ça dans mon esprit. Par exemple, sur les dentifrices. Dentifrice, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, de dioxyde de titane et de fluor. Parce qu'à l'âge adulte, c'est bon, on n'a plus besoin de fluor dans le dentifrice. Et encore, pour les enfants, il y a une petite polémique là-dessus, dans laquelle je ne vais pas rentrer. Alors, dentifrice, on fait attention. Shampoing, gel douche, on évite les excès de parfum. Chaque fois que vous avez parfum, parfois vous avez 5 fois le mot parfum de types différents dans le même produit. Pareil, les listes d'ingrédients à rallonge, on évite ce genre de produits. Quand vous êtes déjà touché par le problème de fibrome et de SOPK, tentez le tout pour le tout, c'est-à-dire aller vraiment vers des produits les plus naturels possibles, où la liste d'ingrédients fait 3-4 ingrédients maximum, que vous savez lire déjà, que vous pouvez lire. Ce ne sont pas des termes barbares. Et essayez de les acheter dans de bonnes boutiques, donc soit boutique diététique, parapharmacie. N'hésitez pas à demander conseil aussi. Donc, on a vu dentifrice, gel douche, shampoing. Donc, ça va de soi éviter tout ce qui est coloration, teinture, défrisage, qui sont malheureusement hyper chimiques. La femme antillaise a été vraiment malmenée avec ça. Tous les produits capillaires remplis d'ingrédients chimiques, malheureusement, ça a été une catastrophe. Heureusement, on a de plus en plus tendance à faire attention à ce qu'on met sur notre tête, à revenir au naturel, et c'est pour le meilleur, croyez-moi. Donc, il y a tous ces produits qu'on met sur le corps.
Attention aussi aux lessives. Donc, en fait, tous les produits chimiques qu'on va utiliser au quotidien, il faut au mieux les éviter complètement et si on peut, les réduire de façon drastique. Donc, faire attention à la composition des lessives, ce qu'on utilise comme entretien dans la maison, l'entretien du linge, etc. Donc voilà, si je peux faire vraiment un focus sur ce qu'il faut éviter et après ce qu'il faut rajouter justement, aller vers tout ce qui est fruits, antioxydants. Donc tous les fruits dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment avec la couleur orange, donc on a les agrumes, on a le melon, on a vraiment une grande diversité, de fruits et légumes remplis d'antioxydants qui vont aider à la longue, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Une intoxication qui est présente depuis l'enfance, ça va prendre longtemps à s'en débarrasser. Mais si on part vraiment là-dessus, si on est décidé à le faire, ça peut fonctionner. Voilà. Alors, j'en viens aux 2 questions qui ont été posées. La première sur l'acidité du foie. Alors, j'aimerais bien que ça soit précisé, en fait, que la question soit précisée. Quels sont vraiment les symptômes d'acidité du foie? Et je vais m'expliquer par la suite. Je parle d'acidité du foie, en fait. Le soir, par exemple, on a mangé, je ne sais pas quoi, plutôt j'évite le produit laitier, mais pendant que je dors, bon, je sens une espèce d'acidité qui brûle à ce niveau-là, et même si je bois de l'eau, c'est là, quoi. D'accord. Mm. Alors, acidité du foie, c'est peu probable. Parce que déjà, le foie, c'est un organe qu'on ne sent pas. C'est un organe qui n'est pas innervé, donc on ne sent pas les douleurs du foie. Je pense plutôt qu'il s'agit d'acidité au niveau de l'estomac et notamment de remontée acide. Alors, ça, c'est un problème très complexe qui se gère sur le long terme. Alors déjà, faut vérifier avec le médecin qu'il n'y a pas de pathologie vraiment, qu'il n'y a pas de, par exemple, de présence d'Helicobacter pylori, c'est-à-dire le fameux ulcère de l'estomac, qui provoque souvent des gènes avec des douleurs assez fortes. Donc déjà, écarter la présence d'une pathologie réelle. Ensuite, si on a des remontées essentiellement le soir, comme tu dis, alors, très bon réflexe d'éviter les produits laitiers le soir parce que c'est quelque chose d'acidifiant. Donc, on va éviter tout ce qui est acidifiant. On va éviter de manger trop près de l'heure du coucher aussi. Donc, essayer de manger au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Et des aliments plutôt onctueux, basiques, à l'inverse d'acide. Donc, ça peut aller sur des potages de légumes. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du giromon. C'est un aliment vraiment presque miracle parce qu'il apporte beaucoup comment dire? Il agit au niveau de l'acidité de l'estomac. Donc, on va manger plutôt léger, plutôt basique. On va éviter tout ce qui est... On évite le cru aussi le soir. Ça aussi, ça peut jouer. Éviter de manger cru. Parce que quand on mange cru, notamment une salade, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre une vinaigrette à base de vinaigre, d'huile, etc. Ça favorise pas la bonne digestion le soir. Donc, il y a tous ces petites astuces à mettre en place et puis voir au fur et à mesure, pouvoir adapter. C'est un travail qui est long, donc il ne faut pas désespérer si une fois, même en ayant bien mangé, même en ayant suivi tous les conseils, si une fois il arrive que l'acidité revient, pas désespérer. Il faut continuer à appliquer les conseils jusqu'à ce que l'organisme se régule. Éviter tout ce qui est médicaments IPP, tous les OX, etc. là. Parce que ça, en fait, à la longue, ça favorise justement la dégénérescence de l'estomac. C'est de plus en plus connu, hein. C'est plus un mystère, c'est plus un secret. Tous ces médicaments-là ne sont vraiment pas bons pour l'estomac.
Pareil pour les antidouleurs, éviter de les prendre sans manger. Quand on est obligé de prendre un antidouleur, ceux bien connus, hein, éviter de les prendre en dehors d'un repas, où là, on aura vraiment une attaque acide au niveau de l'estomac. Voilà, j'espère avoir apporté une réponse complète, et Et sinon, on pourra toujours y revenir. Oui, Sabine? une Oui, demande de précision. Alors, je voudrais pas faire la marque, la promotion d'une marque, mais quand tu dis Oui. éviter les ox, par exemple, tout ce qui est oxyboldine, c'est contre-productif en réalité. Voilà, et je pensais notamment aux fameux, ces espèces de gel en tube là, tu vois, qu'on consomme directement. Oui, Voilà, je veux pas citer de marque, oui, mais tout le monde voit bien de quoi je parle. C'est vraiment contre-productif parce que pour digérer, on a besoin d'acidité. On a besoin que l'estomac soit en milieu acide. Là où ça va dégénérer, c'est quand l'acidité est trop importante et remonte, parce que c'est bouché en bas, en fait. Concrètement, c'est ça le problème. C'est que c'est bouché au niveau du pylore et ça va remonter. Donc, c'est soit on boit trop en mangeant aussi, il y a ce problème-là, boire de l'eau glacée, manger trop gras, trop sucré, tout ça, ça bloque en fait le système, ce qui se passe dans l'estomac. Donc, il faut d'abord agir sur sa façon de manger et ce qu'on mange en fait, la qualité, la quantité, etc., plutôt que de faire intervenir des pansements, justement. Voilà. en fait, je ne suis pas médicament, mais Très il bien. m'arrive de manger une orange le matin à jeun. Mhm. Et apparemment, j'ai ouï dire qu'il faut éviter de manger les oranges à jeun parce que ça aussi, ça facilite les acidités vers l'estomac. C'est vrai ou pas? Euh, une orange à jeun le matin, J'ai personnellement, je n'ai jamais rencontré de problème, particulier avec ça. Après, ça dépend du terrain, parce qu'en fait, chaque personne réagit différemment à la consommation de fruits, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, essayer de consommer les fruits seuls. Peut-être que l'orange est un peu trop acide pour la première chose qu'on va mettre dans son estomac. Ça, oui, ça peut jouer. Déjà, je reviens sur le fait que la première chose qu'on essaye de mettre dans son estomac le matin, c'est de l'eau à température ambiante. Après, on peut commencer à manger. Peut-être remplacer le fruit du matin par un fruit plus doux, comme par exemple le melon, la pastèque, et manger l'orange un petit peu plus tard, si c'est possible. Très bien. En tout cas, merci pour la question. Oui, Sabine? mais est-ce que ce serait possible de donner d'autres exemples de fruits et légumes basiques à part le giromont? Alors, si tu peux réafficher la page où on a la liste des légumes verts, s'il te plaît. Voilà. Alors, de façon générale, tout ce qui est vert foncé va être plutôt basifiant ou équilibrant. Voilà, on va être neutre, c'est plutôt équilibrant. Au niveau des légumes de façon générale, on va pas retrouver beaucoup d'acidité. Ou sinon, c'est quelque chose que vous allez vraiment sentir au goût. Donc, évitez le goût acide, en fait. Alors, dans notre liste, qu'est-ce qu'on aura? Alors, il y a une petite exception sur la carotte, parce que la carotte est... alors, on dit que c'est un légume sucré, c'est vrai, mais du coup, elle amène un petit peu d'acidité. Ensuite, donc on a parlé giromont, concombre aussi, très bon, christophine, qui sont des aliments astringents, donc qui auront un effet bénéfique sur le transit intestinal et éviter justement tous ces problèmes d'acidité. On va éviter donc, par contre, poivron et même le piment végétarien, parce qu'en fait, les substances qui sont présentes dans ces légumes-là en particulier, si on est un peu sensible, surtout cru, ça peut générer de l'acidité.
Tout simplement parce que ça nécessite plus de travail au niveau de l'estomac pour dégrader les composés de ces légumes-là en particulier. Mais l'acidité, on va plutôt la retrouver au niveau des fruits, justement. Là, on a parlé des agrumes, donc orange, citron, toute la famille des agrumes. Surtout quand on les consomme seuls et de but en blanc le matin. Donc ça, on va éviter quand même. Au niveau des fruits, les fruits qui apportent de la neutralité, ça va être notamment la banane. J'ai parlé aussi du melon. Tous les fruits riches en fécule. Vous voyez que c'est vraiment un fruit qui est assez lourd, quoi. Quand on a présence de fécule, en général, c'est un fruit qui va être plutôt basifiant qu'acidifiant. Voilà. J'aimerais partager quand même quelque chose, parce que l'acidité et la saveur acide, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, hein, quand on n'a pas de problème particulier. Alors, je reviens sur mon fameux livret des saveurs, où on a vu tout à l'heure la saveur sucrée. Alors, ah ben voilà, on est juste en dessous, saveur acidulée. Alors, il faut quand même savoir que la saveur acide a la propriété d'ouvrir l'appétit, de faciliter la digestion, et c'est un bon nettoyant. Donc, l'important, comme j'ai dit juste avant, c'est de ne pas manger acide tout seul et de le marier avec autre chose et de faire attention si on a un problème avéré. Alors, tout comme la saveur salée, l'acide augmente justement la salivation, puisque la digestion, en fait, commence dans la bouche, hein. Dès qu'on commence à saliver, tout le système s'active pour qu'on ait quelque chose de fluide. Alors, attention justement à l'agression de l'émail des dents, surtout si on mange du citron le matin à jeun, très mauvaise idée, ou alors bien se rincer la bouche. Alors, j'ai parlé des agrumes, mais on a aussi le cornichon pays. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez rare, où on a carrément les cornichons qui poussent sur le tronc de l'arbre. Les surets de cochon, les jujubes, tout ça, ce sont les saveurs acides. Donc, si on sait qu'on a un souci, on va les consommer avec parcimonie. Alors, je vous épargne le petit aparté, même s'il est très intéressant. On aura aussi le tamarin, le fruit de la passion et la plante surette. Donc là, on est sur une plante, mais ça en fait partie également. Voilà, pour l'acidité. Est-ce qu'on peut passer à la question sur les glucides? Parce que je pense que c'est un point qui va intéresser beaucoup de monde. Alors, cette fameuse ligne que l'on retrouve sur le dos des paquets, que ça soit des pâtes, que ça soit les biscuits, quel que soit l'aliment, en fait, dès que vous avez le détail de la composition nutritionnelle, il y a cette fameuse ligne sur les glucides, dont sucre. Alors, pourquoi? Parce que les glucides, c'est la grande famille des sucres, on est d'accord là-dessus, mais dans les sucres, vous avez les sucres lents, les sucres rapides, et dans cette fameuse liste dont sucre, en fait, c'est le sucre brut, sucre de table, quoi, le sucre soit de canne ou de betterave qu'on aura rajouté dans votre préparation. Si je prends le produit, si je prends des pâtes complètes, par exemple, alors j'ai pas de paquet de pâtes sous la main, mais logiquement, pour ceux qui sont à la maison d'ailleurs, vous pouvez vérifier et me confirmer ou pas. Logiquement, dans les pâtes, vous aurez glucides avec un chiffre, mais dans don sucre, normalement, vous devriez avoir 0, parce qu'on ne rajoute pas de sucre de table dans les pâtes. Par contre, si je prends un jus de fruits, une brique de jus de fruits, qui ne sera pas 100% naturel, et encore, vous aurez la ligne glucides, donc don sucre, entre guillemets, rajouté, tant de pourcents. Ce ne sera pas le sucre, que le sucre du fruit présent. Est-ce que ça, c'est clair? Don sucre, c'est le sucre rajouté à votre produit.
Donc là, vous aurez des surprises. Vous allez vous rendre compte que oui, on rajoute du sucre, par exemple, dans les sauces, dans le ketchup, dans les bouillons cubes pour faire les soupes, les mijoter, etc. Donc là, oui, c'est intéressant de regarder justement la liste des ingrédients et de faire attention à cette ligne-là parce que c'est d'autant plus de sucre ajouté que vous allez additionner dans votre alimentation. J'ai su mon Est-ce que paquet c'est de plus riz, je clair? m'excuse. Je vais Oui, poser une question. Toujours le ton sucre. Le paquet de riz que j'ai acheté, c'est un mélange de riz bio. C'est du riz oui, noir et du riz brun. Et oui, le don sucre, c'est 1 gramme 9. Ou le don sucre, 1 gramme 9. Et le d'accord, glucide, c'est 63 grammes. 63 grammes. Alors Et ça, pour moi, je c'est me dis, une... c'est du riz, il ne peut pas y avoir du sucre dedans. Il pourrait y avoir le don sucre. Voilà. Pourquoi le don de sucre ajouté? C'est une question à approfondir. Là, j'avoue que ça me pose question. Donc, soit il Oui, y a c'est un un mélange additif qui... gourmet. Voilà. Donc, il y a certainement un additif qui n'a pas été nommé. Là, je t'invite à regarder vraiment dans la liste des ingrédients, sachant que Mhm. l'industriel n'a pas obligation de nommer tous les ingrédients en fonction de la proportion du produit présent dans sa préparation. Il y a les trois choses dedans, c'est du riz, du quinoa et Oui, du quinoa et des lentilles. C'est un mélange, un trio mélangé. Voilà. d'accord, très bien. Donc, à mon avis, oui, l'appellation gourmet, déjà, gourmand ou gourmet, je ne sais plus comment tu as dit, ça évoque peut-être la présence d'un additif alimentaire. Comme je disais précédemment, même dans les bouillons cubes, on rajoute du sucre, même si c'est dans des proportions vraiment minimes. Donc moi, je partirais vraiment sur des produits les plus bruts possibles. Mais ça, par contre, c'est vraiment... Merci d'avoir soulevé la question, parce que du coup, je vérifierai cette ligne-là sur les produits qui sont censés être bruts et voir s'il y a des surprises ou pas. Ça me permet, si c'est OK, d'évoquer justement le point sur les fameux bouillons, additifs alimentaires, les choses avec lesquelles on a tendance à cuisiner pour amener du goût. Donc faites attention parce que ces éléments-là sont souvent riches comme j'ai dit, en additifs. Ça peut être du sucre, du sel, ça peut être du gras, ça peut être des éléments dont on n'a pas besoin dans la cuisine en fait. Et on peut se dire, mais je comprends pas, en fait, je mange que des légumes bouillis, je mange un peu de viande de temps en temps, et soit bah, j'ai telle ou telle pathologie ou je grossis aussi, sur la thématique de l'obésité. Eh ben, méfiez-vous parce que cet apport-là peut être suffisant pour engendrer un amas de gras et de sucre dans le corps qui favorise l'obésité malheureusement. Voilà, c'est un petit aparté, mais qui a son importance. Ok, est-ce qu'on a le temps de partir sur d'autres questions? Oui, j'ai encore le temps. Très bien. Alors, donc on a fait les SOPK. Alors, je vais vous partager une autre question. Voilà. Hop. Alors, bonjour, je suis rentrée au pays ce mois-ci et je souhaite partir sur de bonnes bases, mais j'ai l'impression de vouloir partir dans tous les sens. Mon objectif est diminuer drastiquement riz, pas de viande, hors poisson. Ma question est un peu bête, mais est-ce que les légumes pays favorisent la prise de poids? Alors, c'est pas une question bête du tout, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent et même souvent sont convaincus que les légumes pays font grossir. Or, ce n'est pas le cas. Ou du moins, il faut faire attention à la quantité consommée. C'est surtout la quantité consommée qui va rentrer en jeu, la façon de les cuisiner et les accompagnements. Alors, si je reprends dans l'ordre, pas vouloir partir dans tous les sens. Alors, quand on se pose ce genre de questions,
je dirais que le plus important, c'est de définir ses objectifs de façon précise. Déjà, faire un bilan de santé, ce serait pas mal, accompagné de son médecin traitant qui est habilité à faire des prises de sang, les interpréter, voir là où ça pêche ou pas, s'il y a des carences ou pas. Partir vraiment d'un vrai bilan de santé. Ça peut être déjà une bonne base. Ensuite, cette personne, donc cette dame, veut diminuer drastiquement le riz, les pâtes et la viande. Alors sur le riz et les pâtes, en effet, de façon générale, c'est intéressant de diminuer ces 2 aliments-là, surtout quand ils sont raffinés, c'est-à-dire pas complets, parce que ce sont des bombes à sucre. Pour faire clair, ce sont des aliments qui font monter la glycémie en flèche et chaque fois qu'on en aura mangé, en fait, on a, des pics de glycémie qui redescendent assez vite et quand on est un petit peu sensible ou on peut avoir aussi un prédiabète, c'est vraiment la meilleure façon de se créer un, comment dire? Hyperglycémie et d'être, là-dedans à perpétuité, quoi, et de jamais se sentir bien. Donc, par quoi on peut remplacer ça? Justement, par nos fameux légumes pays. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'indice glycémique, par exemple, de la patate douce, c'est moitié moins important que la pomme de terre, par exemple. On a aussi comme légumes pays à faible index glycémique. Alors, donc il y a l'igname, patate douce, pois d'Angole, l'étinin, qui sont assez faibles aussi. Il y a le topinambour. Alors, je parlais tout à l'heure des légumes un petit peu oubliés. Donc là, on a vu les fruits oubliés, mais il y a aussi les légumes oubliés. Topinambour, assez intéressant. Camanioc, fruits à pain, dachine, etc. Ne pas hésiter à en consommer. Surtout qu'on aura une richesse en potassium dans tous nos légumes pays. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cet apport en potassium? C'est que ça joue notamment sur la bonne santé cardiaque, la santé des vaisseaux sanguins, et tous les phénomènes de réactions chimiques qui s'opèrent dans le corps. Ces réactions, en fait, qui ont tendance à diminuer, à se faire moins bien, que ça soit avec l'âge, avec le mode de vie, mais surtout avec une alimentation appauvrie. Donc, on va essayer d'enrichir notre alimentation. Je disais, faire attention à la quantité. Donc, on a souvent tendance à manger 3-4 carreaux de fruits à pain, pareil pour le dachine, etc. Donc, on va essayer d'être un peu mesuré là-dessus. Par exemple, prendre que 2 carreaux d'igname et rajouter systématiquement avec la catégorie de légumes verts. Très important. Parce que ces fameux légumes pays sont très riches en amidon, donc les bonnes calories qui vont nous apporter l'énergie dont on a besoin, mais il va nous manquer toute l'eau et les fameuses fibres apportées par la catégorie légumes verts. Alors, le micro qui est ouvert. Voilà, je pense que c'est bon. Il y avait une question, j'ai demandé, c'était Huawei Pétran et l'avocat dans l'alimentation. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? J'ai pas compris. Moi non plus. Donc, c'est et l'avocat dans l'alimentation. Donc, du coup, est-ce que la personne qui a posé la question peut préciser? L'avocat, d'accord. Alors, l'avocat, je note, je reviens juste après. Alors, on a une précision. Quelles sont les vertus de l'avocat dans l'alimentation? Merci. Ok, super. Alors, on en était à substituer riz, pâtes par les légumes pays. Donc, au contraire, vous n'allez pas favoriser votre prise de poids, mais plutôt déjà stabiliser votre poids et peut-être même, si votre souci c'est d'en perdre, ce sera aussi possible grâce à l'utilisation des légumes pays. L'intérêt, ce sera de mélanger légumes pays et légumes verts, comme on vient de voir, et un petit peu de poisson. La bonne proportion, ce serait un tiers, un tiers, un tiers.
pour les 3 catégories d'aliments et faire attention à vos à côté surtout. Parce que voilà, vous êtes rentrés au pays il y a pas longtemps, vous avez vu qu'ici on a beaucoup tout ce qui est les boissons sucrées, les glaces, c'est très facile en fait de tomber dans la consommation de produits très sucrés. Donc là, va falloir faire preuve de volonté, ténacité et persévérance et vous rabattre sur ce qu'on a vu juste avant, les fruits locaux. C'est pas exclu non plus de manger un produit sucré de temps en temps, mais il faut que ça reste un extra, en fait. Il faut pas que ça soit la base de votre alimentation. C'est là tout l'intérêt. Voilà pour cette question. Alors, l'avocat, le fameux avocat, donc qui est classé dans la catégorie des fruits parce qu'il a un noyau. Après, bon, voilà, les catégories, ça dépend de la spécialité dans laquelle on discute. Alors, c'est un aliment riche en bonnes graisses. Ce sont des bons gras. On va trouver notamment des acides gras essentiels. On va trouver aussi des oméga 3, toute la catégorie des oméga. Donc, il faut faire attention. On ne va pas se jeter non plus sur l'avocat se disant que c'est du bon gras, allez, on peut y aller. Non, c'est toujours avec modération. Mais rajouter un peu d'avocat à ces repas, donc on rajoute justement euh, tout l'aspect nutritif de cet aliment local. Bon, là, la saison est en train de terminer malheureusement. J'espère que vous en avez bien profité. Donc, on a toute cette richesse en fibres, il y a un petit peu de protéines aussi. Alors, je ne sais pas si vous voulez intervenir ou si c'est un micro qui est ouvert. C'est Marie-Antoinette, je crois. Marie-Antoinette, tu souhaites intervenir ou c'est simplement ton micro qui a été activé par les autres? Pas de réponse, bah, je désactive. Voilà, donc je poursuis. Alors, l'avocat, c'est un petit peu comme les mangues. Donc, on n'est pas du tout sur la même catégorie, mais je m'explique. C'est qu'ici, en Martinique, on aura tendance à manger, quand on mange des mangos, ça va être la bassine de mango. Quand on mange des avocats, on va avoir tendance à en manger matin, midi, soir. Pour rester dans la juste mesure, c'est quand même un aliment très riche, très gras. Donc, si on est dans une démarche de faire attention à sa consommation de matières grasses, on va quand même limiter à 1 fois par jour. C'est tout à fait raisonnable. Ça peut être jusqu'à un demi-avocat par jour, c'est tout à fait raisonnable. Après, comme je l'ai expliqué, ça dépend de notre condition physique et des objectifs qu'on souhaite atteindre, mais c'est vraiment à considérer comme un aliment santé, rempli de bons éléments nutritifs, donc ne pas hésiter à manger de l'avocat. Alors, si vous avez des Ça va questions, n'hésitez là-dessus? pas à utiliser l'onglet discussion. Donc, je précise que l'onglet discussion se trouve en bas, juste à côté de participants. Posez toutes les questions, comme ça on pourra les collecter. Il nous reste moins de 20 minutes, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein. Héloïse est présente justement pour pouvoir répondre à vos différentes interrogations. Tout à fait. Je suis là avant tout pour répondre à vos questions que vous n'avez peut-être pas la possibilité de poser directement à un diététicien ou parce que vous ne savez pas vers qui vous orienter. Donc, je suis là, n'hésitez pas. J'ai une question qui m'est parvenue par mail. Je vais l'afficher également. Hop. Voilà. Alors, quels aliments privilégiés ou régime alimentaire pour les personnes souffrant d'anémie importante? Alors, c'est une question assez sensible, très bonne question à soulever, parce que je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, souffrent d'anémie chronique. Alors, je vais commencer par rappeler qu'est-ce que c'est que l'anémie. Déjà, il y a comment dire?
il y a des valeurs réglementaires enfin voilà. Quand vous faites une analyse et que vous allez voir votre médecin, il est capable de vous dire si vous êtes anémie ou pas. Donc, quand l'anémie est avérée, déjà, première chose, c'est le rôle de votre médecin d'explorer pourquoi. Parce qu'un état d'anémie, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous avez un déficit d'hémoglobine, c'est-à-dire de globules rouges, qui transportent l'oxygène dans le sang jusqu'aux cellules. Donc, quand je vous dis ça, vous comprenez bien l'importance d'avoir une hémoglobine assez développée dans les valeurs de référence. Donc, quand vous êtes en dessous des valeurs de référence, vous avez ce déficit d'hémoglobine, donc un manque de globules rouges, un manque d'oxygénation de vos cellules. Ça peut se traduire notamment par de la pâleur. La personne sera en général plus pâle que la normale. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de nature anémique, on va le remarquer tout de suite, hein. On va lui dire qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas bien? Donc, il y a la pâleur, il y a la grande fatigue aussi, fatigabilité. Ça peut aller jusqu'à de la tachycardie, donc le cœur qui s'emballe parce qu'il ne reçoit pas assez d'oxygène pour faire son travail. Donc, vous voyez qu'en fonction du niveau d'anémie, de l'importance de l'anémie, on peut avoir des conséquences assez graves. D'ailleurs, passer un certain seuil, on vous envoie directement à l'hôpital pour faire une transfusion, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais en général, c'est quelque chose qui est détecté et suivi par votre médecin. Donc, souvent, en première intention, si c'est une anémie liée au manque de fer, donc vous aurez souvent une prescription de fer à prendre de façon orale ou autre, hein. C'est le médecin qui gère ça. Voilà, ça dépend du type de l'anémie et de son degré. Alors, si je vais prendre quelques cas, si on est en anémie récurrente à cause, par exemple, chez les femmes, de règles très abondantes de façon systématique, et que le corps n'a pas le temps, en fait, de refaire ses réserves de globules rouges, entre deux cycles, ce qu'on va faire, c'est essayer de manger justement des aliments qui vont favoriser l'apport en fer, mais pas qu'en fer. Il faut aussi de la vitamine B9 notamment et de la vitamine B12 qui aident justement par le biais du foie à synthétiser ce fer et qu'il soit efficace dans la production de l'hémoglobine. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de rajouter du fer? Donc, il y a forcément les produits animaux, hein. On vous dit souvent de manger des abats, de manger de la viande rouge. Donc ça peut être une solution ponctuelle, temporaire. Il y a aussi les œufs, qui sont une bonne source. Et au niveau végétal, notamment de chez nous, tout ce qui est, j'en ai beaucoup parlé déjà, donc c'est pas mal, tout ce qui est plantes, légumes verts feuilles, donc avec une richesse en chlorophylle, comme on a vu, qui aide aussi à la synthétisation du fer et à la fixation du fer, surtout dans le corps. Donc, on va insister, par exemple, sur les soupes d'herbage. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu disparu, mais qui était très courant avant. Les grands-parents faisaient des soupes d'herbage, voilà, de plantes vertes, dans lesquelles on rajoutait un petit peu de légumes à fécule pour que ça soit un peu plus consistant. Donc, manger vert, manger consistant, éviter, au risque de fâcher certains, éviter les produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers, notamment quand vous les consommez justement à proximité des aliments riches en fer, ça va empêcher l'assimilation de ce fer dont on a besoin en particulier à ce moment-là. Donc, on va éviter aussi tout ce qui est thé vert, pareil, qui a le même effet d'empêcher la fixation du fer. Donc, il y a cette partie-là. Éviter tout ce qui nous empêche de fixer le fer et en rajouter par les aliments dont j'ai parlé juste avant.
Mais ce qui est vraiment important, c'est d'identifier la source du problème et de la régler avant d'aller chercher des solutions par soi-même. J'avais une question par rapport à ça. Donc, je sais que quand on a des problèmes de circulation de sang, on recommande de prendre de la vigne rouge, les fruits rouges et autres. Est-ce que pour les problématiques d'anémie, consommer de la betterave rouge ou bien des fleurs d'hibiscus, on va faire des infusions à base de fleurs d'hibiscus, est-ce que c'est quelque chose de recommandé? Oui, tout à fait. Alors, je t'avoue que la betterave, je ne sais pas si c'est cultivé localement. Oui, Si ça l'est, bah, tant mieux. oui. Voilà, très bien. Parce que la betterave, en fait, justement, aura cet effet d'apporter les vitamines et minéraux nécessaires à la synthétisation de l'hémoglobine. Donc souvent, oui, on recommande de faire des jus de betterave, fleurs d'hibiscus également. Il y a aussi, alors, vigne rouge, oui, ça améliore la circulation. Mais voilà, vigne rouge, c'est pas local et c'est quelque chose qu'on va trouver souvent sous forme d'ampoule ou de gélule. Quand on peut éviter les formes conditionnées, entre guillemets, c'est mieux. Donc, si on part sur les plantes locales, bon là je m'écarte un petit peu, mais c'est pas grave, on aura tout simplement les feuilles de manguier. Les feuilles de manguier sont très efficaces pour améliorer la circulation sanguine sous forme de tisane. On va boire une tasse de tisane 3 fois par jour sur une période déterminée et puis voir comment le corps réagit. Toujours vérifier comment son corps réagit et éviter de faire trop de mélange. Parce que sinon, on ne saura pas déjà si la plante est efficace pour nous et quand bien même elle soit efficace, bah, laquelle a vraiment agi, quoi. Si on a besoin d'y revenir plus tard, vraiment identifier ce qui est fait pour nous, personnellement. Merci. Donc, c'est Karel. Est-ce que je peux intervenir? Bonjour Oui. Karel, avec plaisir. Bonjour. Donc, s'agissant de l'anémie, c'est vrai que tu as abordé, Héloïse, les plantes, mais nous Mhm. pouvons aussi trouver Excuse-moi de le poids couper. d'Angole. Le Karel, poids Alors, d'Angole, excuse-moi Karel, juste oui, un est-ce que instant. tu peux juste te présenter? oui, Karel Mogad, naturopathe. Et c'est vrai que j'interviens aussi dans l'opération Défi Famille. Et donc, en ce qui concerne l'anémie, donc pour compléter ce que disait Héloïse, nous pouvons aussi utiliser les pois d'Angole. C'est vrai qu'on a l'impression que ces pois d'Angole sont disponibles uniquement en fin d'année, alors qu'en réalité, il y en a toute l'année que nous pouvons consommer de manière régulière. Tout à fait, je te remercie beaucoup d'avoir apporté la précision. Surtout qu'en plus, le poids d'Angole est vraiment une richesse de la Martinique qui va agir, donc, comme tu viens de le dire, au niveau de l'anémie, mais en plus, qui est maintenant très plébiscité dans le traitement et la maîtrise du diabète de type 2, parce que ça va agir vraiment au niveau de la régulation de la glycémie. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment une panacée, en fait, hein, qui n'est pas assez plébiscité ici. Mais revenir à l'utilisation du poids d'Angole, c'est en effet une bonne alternative. Alors, il Ok, nous reste alors, une dizaine de minutes. Est-ce que tu oui, penses que, Louise, ce serait possible de faire un point sur l'obésité, l'indice de masse corporelle, ou sauf si tu tout à fait, souhaitais oui. aborder autre chose? Alors, j'aurais voulu faire un rapide focus sur la thématique des cancers. Oui. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler pour rester dans les temps, mais je pense que c'est important de l'aborder au moins rapidement. Parce que j'ai évoqué, suite à une question justement, tout ce qui est problématique environnementale avec la sursollicitation du système immunitaire, des glandes endocrines, mais aussi du microbiote. Il
faut pas oublier que tout ça, ça fonctionne ensemble. L'immunité, c'est-à-dire être capable de se défendre face à des agressions pathogènes extérieures, ça se loge dans l'intestin en priorité. Et comment on va favoriser une bonne santé intestinale? C'est par tout ce qu'on vient de voir pendant le laps de temps qui s'est écoulé. Donc, insister vraiment sur le bien manger au quotidien. Et ne pas oublier cet aspect environnemental. Alors malheureusement, avec la polémique chlordécone en Martinique, on a été servi, mais ça nous fait réaliser qu'en fait, une molécule chimique, un produit chimique utilisé à outrance, voilà à quoi ça peut mener. Donc dans des proportions moindres, à l'échelle locale, je veux dire chacun dans sa maison, vraiment faire attention aussi à cette dimension, de réduire au maximum l'impact et l'utilisation de produits chimiques, que ça soit dans son jardin pour cultiver, mais aussi au quotidien, l'utilisation qu'on fait des produits chimiques au quotidien pour diminuer justement l'envie du corps de réagir et de réagir souvent par des comportements aussi graves qu'un cancer où on a vraiment la cellule qui dégénère et se met à dysfonctionner et à se répliquer dans tout le corps. Où là, vraiment, on peut arriver à des stades très critiques. Bien heureusement, la médecine fait des progrès et s'est pris de plus en plus en amont. Il y a beaucoup plus de prévention. C'est ce qu'on fait également aujourd'hui. Donc, ne pas oublier qu'on a aussi cette épée de Damoclès des pathologies lourdes, donc prendre en charge vraiment son alimentation dès le départ. Alors, je vais passer sur la thématique de l'obésité, parce que ça aussi, c'est une maladie, c'est une pathologie lourde, chronique, qui est de plus en plus présente en Martinique et de plus en plus tôt, malheureusement. Alors, comment on fait la différence entre obésité ou pas? Alors, justement, je vais te demander l'image sur l'IMC, si tu veux bien. Voilà, indice de masse corporelle. Donc, c'est une valeur que l'on va calculer en mettant le poids en kilos sur la taille au carré. Par exemple, quelqu'un qui pèse 70 kilos, vous faites 70 kilos divisé par 1,70 m au carré et vous obtenez un chiffre. Voilà. Si la formule n'est pas très claire, n'hésitez pas à aller sur Internet, il y a des applications qui font ça très bien, qui vous donnent directement votre IMC. Alors là, vous avez différents degrés. Donc, quand votre IMC est inférieur à 25, au chiffre 25, on parle de normalité au niveau du poids, de la masse corporelle. À partir de 25, on commence à être en surpoids, puis en obésité modérée à sévère au-dessus de l'indice 40. Alors, ça, c'est une des façons de savoir si on est en obésité ou pas, mais il faut rajouter à l'IMC le tour de taille, parce que ça suffit pas l'IMC. Vous avez des personnes très grandes qui ont besoin d'une masse assez importante par rapport à leur travail, par rapport à un sport qu'elles peuvent pratiquer. Donc, c'est pas suffisant pour poser le diagnostic d'obésité. On aura aussi le tour de taille, où là, c'est pas vraiment la peine de rentrer dans le détail, parce qu'en fait, si on a un bon suivi médical, votre médecin vous fera les examens nécessaires pour établir ce diagnostic. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous savez où vous en êtes, comment on réagit à ce couperet, j'ai envie de dire. Comment on réagit à une sentence de surpoids, obésité sévère. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obésité, du coup, vous surexpose à d'autres maladies qu'on a déjà vues, donc notamment l'hypertension, l'hypercholestérolémie, parce que souvent quand on est en surpoids, c'est qu'on a une consommation trop importante de graisse qui n'est pas éliminée et qui va se transformer en dépôt dans le corps.
Donc, au niveau des cancers aussi, dont je viens de parler, l'obésité chez la femme est un facteur d'apparition du cancer du sein notamment. Donc, ça dépend de la forme de cancer, hein. Il faut pas faire de raccourcis, mais c'est un des facteurs qui favorise une forme de cancer du sein. Donc, d'où l'importance aussi de faire attention à la gestion de son poids. Alors, comment on va intervenir sur l'IMC? Alors, je vais te demander, Sabine, de partager la fameuse photo off, entre guillemets. Voilà, celle-là. Alors, pourquoi cette photo? Et je vous pose la question à vous tous qui êtes là. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je partage cette photo qui a l'air tomber comme un cheveu sur la soupe? Mais qui ne l'est pas, je vous rassure. Pour la détente? Très bien, merci beaucoup. Alors, un des premiers facteurs de gestion du poids, en dehors de l'alimentation, ça va être aussi la détente physique, détente mentale. Souvent, on a tendance à manger nos émotions, ce qui fait qu'on aura tendance à grossir. On va tout accumuler et garder à l'intérieur. Alors, cette photo, c'est une plage bien connue de Lille, hein, puisqu'on reste vraiment chez nous, où on a vraiment ce cadre magnifique qui nous permet justement d'aller se relaxer, d'aller se ressourcer, de prendre le soleil. Ne pas oublier que le soleil permet de synthétiser la vitamine D, de synthétiser des hormones, notamment des hormones de bien-être. Et toute cette dynamique, en fait, va permettre déjà de s'ancrer dans un état d'esprit positif. Que ça soit de « allez, j'y vais, je commence mon programme de perte de poids » ou « je prends de la distance par rapport à ce qui se passe dans ma vie et je n'accumule pas. Je cesse de manger mes émotions. Je ne vais pas me venger sur moi-même, entre guillemets. » C'est aussi le très bon moyen d'aller faire du sport. Par exemple, le dimanche matin, c'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Moyen de faire du sport, de s'aérer, de s'oxygéner, d'avoir les pieds au sol, très important, ce contact avec le sol pour réguler tous les phénomènes électriques qui se passent dans le corps. On oublie que nous sommes des machines très sophistiquées, mais on a besoin aussi de ce contact physique avec les éléments. L'eau de mer qui nous apporte aussi des oligo-éléments très importants. Donc, voilà pourquoi cette image. Et bien sûr, respirer l'air marin à plein poumon pour bien s'oxygéner. Donc, on l'a vu globalement, on va passer par l'alimentation. Ça, on l'a développé pendant 2 heures. On va passer par l'exercice physique et par la détente. C'est vraiment des choses, des piliers à mettre en place avant même de visualiser une perte de poids quelconque. Quand on n'est pas centré, aligné et dans une dynamique positive pour soi-même, c'est pas encore le moment de passer à l'étape suivante. Il faut déjà mettre ça en place. Voilà ce que je peux dire brièvement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On peut prendre une dernière question avant de clôturer le live. N'hésitez pas spontanément, si vous avez une question, vous pouvez prendre la parole, ouvrir votre micro. Visiblement, il n'y a pas de questions. Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. C'est où se trouve le marché aux Trois-Îlets et puis le livret, comment on fait pour l'acheter? Ok, super. Merci pour la question. Alors, le marché Cadjambel, c'est sur la place du bourg des Trois-Îlets. D'ailleurs, coucou à Oshama, c'est elle qui s'en occupe. Il me semble qu'elle a des dates dédiées, donc ça peut-être vous le trouverez sur le site internet de la ville des Trois-Îlets. Sinon, après, voilà, en farfouillant un petit peu, notamment sur le site de l'Espace Sud, vous verrez où sont mises à disposition ces espaces de marché, de jardins familiaux, etc. Je suis sûre que l'Espace Sud a fait ça de façon aux petits oignons. Et donc, le fameux petit livret Promenade de saveurs, il est en cours de réédition parce qu'il s'est très bien vendu. Il a été très sollicité, notamment par les établissements scolaires
parce que c'est un ouvrage vraiment pédagogique. Je suis en train de le rééditer, donc n'hésitez pas. Sabine, je t'ai mis l'image de mes coordonnées pour ceux qui veulent rentrer directement en contact avec moi et éventuellement réserver, par exemple, leur livret. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me joindre pour les questions par téléphone, par email. Je tiens à préciser aussi que je me déplace à domicile. C'est pour ça que j'ai cette envie d'être au plus près de la population. Donc, je me déplace et je consulte aussi en visio. Et bien sûr, vous pouvez passer par l'espace sud pour me joindre parce que nous serons amenés, je pense, à collaborer par la suite, notamment sur d'autres thématiques et en l'occurrence les fameuses plantes locales, j'espère. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ben, merci beaucoup, Héloïse, pour tous ces conseils que tu nous as donnés. C'est vrai que en 2 heures de temps, c'est un peu compliqué de C'est pouvoir très parcourir court. toutes les thématiques. L'essentiel pour nous, c'était à travers cette thématique les bienfaits de l'alimentation locale sur la santé, au regard notamment de nos habitudes modernes, c'était de vous apporter des réponses concrètes. Donc, on s'est surtout focalisé sur les questions que vous aviez. On va essayer de pouvoir rééditer, en tout cas, de reproduire un live comme ça. J'espère que ça vous a apporté. Et merci, Héloïse. Merci à vous également Merci à toi. de passer une bonne fin de journée et surtout de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus. Et les familles du défi, ben, on se revoit bientôt puisqu'on aura le programme n'est pas terminé, on aura d'autres ateliers. Voilà, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.